Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Alors, de t'accueillir dans l'émission, mais de t'accueillir Vanessa aussi. Bonjour Vanessa. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si tu reconnais cette voix. Alors, Vanessa, c'est la Vanessa de Vanessa et la sandwicherie, l'épisode que j'ai fait il y a quelques mois en arrière. Alors, avant de commencer et avant même de te donner le titre de l'émission, je dois absolument remercier Mehdi. Mehdi qui est un fidèle, alors un fidèle des fidèles, il est là depuis le départ. On se voit puisqu'il est dans les programmes, donc on se voit à des repas à Paris. Et grâce à lui, je suis rentré en contact avec Vanessa. Alors, je t'ai jamais posé la question. Comment ça s'est fait? Il t'a contacté, vous vous connaissiez sans indiscrétion parce que je suis super content de t'avoir, mais du coup, c'est vrai que ça, je ne sais pas du tout Bah, comment ça s'est passé. en fait, j'ai reçu un message sur Messenger via D'accord? mon Facebook. Et voilà, où il me parlait d'un podcast qui avait été fait sur l'émission. Donc voilà, ça m'a interpellée. D'accord. Et c'est comme ça Voilà, qu'après, on donc j'ai est. été voir et après on s'est mis en contact. Ah ben, c'est super. Ben, merci Mehdi. L'épisode, c'est Merci Mehdi. Vanessa. Ah oui, là, parce que je suis vraiment très content. Donc, Vanessa et la sandwicherie du bonheur, tu le retrouveras sur le podcast. Tu peux faire la recherche sur YouTube ou n'importe où, tu le trouveras. Je te conseille d'écouter l'émission avant d'écouter l'entretien avec Vanessa. L'émission, elle date de quand, Vanessa? Elle est passée en janvier 2008 ou Ah oui, décembre. ah carré. Ah, Décembre 2007 ou janvier 2008. j'aurais dit 2012, tu vois. Ah non, pas du tout. Ah, tu viens de me mettre un coup de vieux, là, ça fait 14 ans. 14 ans. Moi aussi, j'ai pris un coup de vieux. Waouh. Bon, bon, donc, eh ben, comme tu es là, je vais te faire te resituer un peu pour tous ceux qui nous écoutent. Bah, vas-y, resitue un petit peu le contexte. Après, je te poserai des questions. Tu avais fait quoi en fait? Comment ça s'est passé tout ça? Tu crées une entreprise, c'est ça? Voilà, je crée une entreprise. Au départ, donc je suis à Pôle emploi. Je suis demandeuse de. Enfin, je suis en demande de travail. Et on me propose un accompagnement à la création. D'accord. Pôle Donc, emploi? Pôle emploi. Voilà. Donc j'accepte. Je me dis, on va voir ce que c'est. Et puis, vient le rendez-vous. Et là, je tombe sur Monsieur Selmi. Ah, le monsieur qu'on a vu dans l'émission. Oui, le monsieur qu'on a vu dans l'émission, que j'embrasse s'il m'écoute, à qui je dois énormément. Et si jamais il pouvait me contacter, ce serait super. Je comprends très bien. Il y a des gens comme ça qui nous marquent dans la vie et qu'on a envie d'avoir des nouvelles et de rester en contact. J'ai un prof Ouais, qui est dans le même cas que toi, un prof qui m'a marqué. Pôle emploi a été utile dans ce processus, selon toi? complètement. Complètement, puisque moi, je proviens d'un milieu social où autour de moi, il n'y a pas énormément de personnes qui entreprennent. Donc, je n'avais pas de modèle et je ne savais pas comment faire. C'était un rêve, en fait, tout simplement. Et Pôle emploi m'a permis, cette rencontre m'a permis d'avoir des chèques, je ne sais plus comment ils appelaient ça. En tout cas, j'avais une dizaine de chèques pour avoir ce suivi à la D'accord. boutique de gestion. Et donc, voilà, Pôle emploi m'a permis ça. Donc, c'est déjà génial. Il m'a Tu as, permis la rencontre oui, avec et Monsieur Samy. m'a financé voilà, les rendez-vous avec Monsieur Selmi. Est-ce que tu te rends compte que c'est rare d'entendre ça? C'est vrai que ça me fait plaisir de l'entendre parce que souvent, les gens ont tendance à critiquer Pôle emploi par rapport à leur fonctionnement. Effectivement, moi aussi, hein, sincèrement, quand j'étais chez Pôle emploi, j'étais pas là en train de me dire ils vont me trouver du travail, hein, ou bien voilà. Mais je pense qu'on a tous un petit peu cette image. Mais au final, il y a énormément d'aide, il y a énormément de choses. Il faut un peu fouiller, il faut demander aussi, il faut oser souhaiter ce qu'on désire. Et au final, au final, Pôle emploi m'a beaucoup aidé. Ah, Je vais pas, c'est une réalité en fait. Hein, je ah vais non, pas non, les non, non, vanter. mais je suis très content que tu le dises en fait. C'est très rare, je le souligne, parce que souvent, on a plus droit à des critiques de Pôle emploi, comme souvent les gens ont tendance à critiquer l'école. Et c'est Mhm. des choses qui se font plus souvent que des gens comme toi qui reconnaissent que ça a une utilité, donc ça fait plaisir. Euh, Moi, je dis ce que j'ai vécu. Hein. Voilà. Oui, oui, Il y oui, a pas mais j'apprécie. Je vais en profiter pour revenir du coup un petit peu sur ton histoire personnelle. Ça va être un peu le point de départ de tout ça.
Euh, Comment tu en arrives finalement à me dire que c'est ton rêve déjà de créer ton entreprise, mais comment tu en arrives à créer ton entreprise? Dans l'émission, tu expliques que tu as fait plusieurs petits boulots avant, mais finalement, c'est un peu flou. Est-ce que tu peux Mhm. nous expliquer au moins comment tu en arrives à ce cheminement et à oser justement, comment tu arrives à avoir ce courage de dire, allez là maintenant, je crée ma boîte, ça suffit. Ok. Donc, en fait, moi, j'ai quitté l'école très jeune. Je crois que j'ai pas fait la quatrième. J'ai pas fait la quatrième. Donc, j'ai quitté l'école très, très jeune. J'ai fait des petits boulots. J'ai fait un CAP vente action marchande où je faisais des alternances en boulangerie, en confiserie, etc. Jusqu'à mes 18 ans, puisque voilà, il fallait que je fasse quelque chose. Mais ça ne me plaisait pas spécialement. Ça ne me plaisait pas, voilà. Et puis, à 18 ans, j'ai postulé au Barrio Latino, qui s'appelle le Pachamama aujourd'hui, sur Bastille. Ah Et j'ai ouais. été embauchée. J'ai été embauchée en tant que serveuse. Et là, j'ai découvert la restauration. Et ça m'a énormément plu parce que j'avais pas l'impression de travailler. J'avais l'impression vraiment d'être dans une ambiance sympa, de rencontrer énormément de gens de tous les horizons, de tous les bords. Et j'avais ce talent, entre guillemets. J'étais speed, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, je suis rentrée en tant que commis. Au bout de 3 semaines, je suis passée chef de rang parce qu'ils ont détecté le fait que j'étais speed, j'arrivais à placer les personnes comme il faut, à détecter les personnes qui prenaient des bouteilles, d'autres qui... Enfin, j'avais un truc commercial comme ça, j'avais quelque chose que j'ai découvert à ce moment-là. Et donc, du coup, donc, j'ai travaillé et ensuite, j'ai enchaîné. Donc, j'ai fait Barrio Latino. Ensuite, j'ai fait énormément de brasseries parisiennes. Attends, Donc, je te coupe, je suis désolé, j'ai deux questions à te poser. ouais, Qu'est-ce qui a fait que le Barrio Latino t'a apporté quelque chose d'autre que les expériences d'avant? Pourquoi il y a cette scission claire qu'on sent quand tu parles? C'est quoi clairement, le… j'avais 18 ans, j'avais envie de m'amuser. J'étais, avant ça, j'étais perdue, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie et d'ailleurs, j'en avais un petit peu rien à faire. J'étais dans une phase un peu spéciale que beaucoup d'adolescents ou post-adolescents traversent. Et du coup, quand je suis rentrée au Barrio, bah, c'était génial parce que c'était une ambiance de fête. Il y avait des danseuses brésiliennes avec toutes leurs plumes, leurs costumes. Il y avait des stars. J'ai rencontré Jimmy Cliff. Ah ouais, J'ai rencontré les joueurs de foot, plein de rappeurs. Enfin voilà, il y avait du monde. C'était une ambiance de monde de la nuit, quoi. d'accord. Et j'avais pas l'impression de bosser. Moi, je travaillais la nuit au départ, hein. J'ai Ah oui, toujours d'accord. travaillé la Ah ouais. nuit. Ouais, Tu étais je dans les boîtes travaillais de la nuit? nuit. Non, pas les boîtes de nuit. Ça fermait à 3 heures du matin. Donc, je travaillais jusqu'à 3 heures du matin. D'accord. 3 heures, voilà. Et voilà, donc c'était toute cette ambiance où tu travailles, mais en même temps, il y a de la musique, les gens, ils sont détendus, ils ne sont pas conventionnels, etc. Tu as des cadres d'entreprise qui sont là, enfin des cadres, etc. Enfin, toutes sortes de milieux sociaux qui se lâchent, qui te parlent. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de ah, toi, tu viens de là, je ne te parle pas. Ou... Comme Oui. la journée. La nuit, c'est un autre monde, en fait. La Est-ce, nuit, c'est un autre monde. est-ce que dans le Barrio Latino, il n'y avait pas quand même un cadre de travail qui était un petit peu sérieux et où il y avait cette espèce de… Parce que tu me parles que tu es rapidement passé de commis à chef de rang. Est-ce que si Mhm. cette notion de reconnaissance et de cadre de travail, ça n'a pas joué dans le fait que ça soit différent pour toi? Bah, en fait, c'était un cadre de travail, mais complètement détendu. Voilà. C'était détendu. Les managers, ils nous briefaient, mais en même temps, ils étaient cool, ils étaient jeunes. En même temps, le but, c'était, on nous mettait des objectifs, aller faire du chiffre, mais c'était un challenge. Et c'est là où j'ai découvert que j'étais une personne de challenge également. Puisque moi, tu mets un objectif, j'y vais, quoi. Ouais, ouais, tu ne te poses pas de questions. Non. Ça m'amène sur peut-être une étrange question, mais est-ce que le fait de ne pas avoir forcément fait d'études, ça t'a jamais handicapé? Je sais qu'il y a des gens que ça peut, tu sais, peut-être un peu gêner. Tu t'es jamais posé de questions ou ça a déjà été problématique pour toi? Bah, en fait, enfin, quand on est jeune, on ne se pose pas toutes ces questions, justement. J'étais dans ma vie, voilà, dans le cheminement de ma vie. J'avais 18 ans, donc j'étais jeune et j'avais pas conscience de tous les enjeux.
J'avais pas conscience que... Enfin, j'avais cette notion que, voilà, ceux qui font des études, enfin, c'est bien de faire des études, etc. Mais moi, en fait, j'étais pas là-dedans puisque de base, j'avais une expérience, enfin, une vie difficile. De base, je viens d'un milieu social défavorisé. De base, enfin, voilà. Enfin, c'était pas... C'était, voilà, il fallait se débrouiller, point. Bon, il n'y avait Il n'y pas de avait pas cette questionnement. réflexion, il n'y avait pas de questionnement à ce point. Tu Et penses il que n'y avait c'est pas pour... une vision de ce que c'est que la réussite, parce qu'autour de moi, ma mère, elle a toujours été au chômage pratiquement toute sa vie, Ah ouais. des gros problèmes. Voilà, j'avais pas ces modèles. euh, Vous voyez ce que je veux dire? Intrafamilial. Est-ce que tu crois pas que c'est mieux finalement de pas avoir justement tout ce système qui te fait te poser trop de questions parce que c'est sain. Moi, quand je t'entends parler, je trouve ça vachement plus sain au final. Effectivement, je pense que c'est une bonne chose, mais la société, de toute façon, à un moment donné, te le rappelle. C'est vrai aussi. Voilà. C'est-à-dire que de base, effectivement, c'était une bonne chose parce que je ne me suis pas mis la pression et qu'en plus, je gagnais énormément d'argent puisque je faisais 1000 francs à l'époque, c'était en francs, je faisais 1000 francs pour boire par soir minimum. Ah ouais. Et plus mon salaire, plus le pourcentage des bouteilles, etc. Donc, je me faisais énormément d'argent. Je n'étais pas dans le besoin à ce moment-là. Je découvrais l'argent, Ouais. que j'ai d'ailleurs dilapidé. Chaque soir, je dilapidais mon argent en soirée. Mais comme voilà, c'est vraiment une expérience de jeunesse. Mais la société te le rappelle très vite, en fait. Au bout d'un moment, bah voilà, je suis pas restée indéfiniment là-bas parce que puisque bah, j'ai quitté cet endroit parce qu'après il y avait bon des petites discordances, il y avait des choses qui allaient pas. J'ai quitté là-bas et après j'ai commencé à voir que bon bah là c'était une grande chance, j'avais vécu un truc génial où il y avait de l'argent, c'était cool et tout. Mais après quand je suis allée en brasserie par exemple, c'était pas la même chose. C'était beaucoup plus rigoureux. T'es resté C'était longtemps en brasserie? bah oui, j'ai fait quand même enfin, j'ai fait, je crois que j'ai plus de 10 ans d'expérience. Parce que c'est ce que j'allais dire dans le reportage. Quand on te découvre dans le reportage, il me semble que c'est ça. Tu as une dizaine d'années de brasserie derrière toi, en fait. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et là, tu vois qu'en restauration, c'est pas évident. On te presse beaucoup, on te paye pas énormément, on te paye pas ton transport, on ne paye pas ton taxi. Quand tu finis à 3 heures du matin, tu es bien obligé de prendre un taxi. Les pourboires, c'est à moins que tu travailles au Bouddha Bar ou dans des endroits chicos, tu n'as pas des pourboires exceptionnels, même si, voilà, hein, c'est bien quand même. Mais tu commences à sentir que tu es dominé par, par un supérieur et que tu es à ses dépens, en fait. C'est-à-dire que s'il est gentil, il va faire les choses bien. Mais si c'est une personne qui n'est pas honnête entièrement, qui n'est pas correcte, eh ben, tu vas en payer les frais, en fait. C'est intéressant parce que tu es en train de dire. En fait, tu as fait plusieurs brasseries. Exactement. Donc, du coup, quand tu parles comme ça, parce que la notion de domination, je la trouve intéressante dans tes mots, ça veut Mhm. dire qu'en fait, tu as vécu, tu as subi à des moments peut-être cette fameuse domination et à d'autres moments, tu as pu apprécier le fait qu'elle n'existait pas ou peu entre toi et ton supérieur. Exactement. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'ai travaillé pour une personne extrêmement humaine, qui est enfin, qui a énormément de restaurants sur Paris, qui a énormément de pouvoir et de réseau, etc., et d'argent, enfin tout ce qui va avec le pouvoir, et qui était extrêmement humain et respectueux, et donc qui avait une équipe extrêmement respectueuse, une femme extrêmement respectueuse, et du coup, ces personnes m'ont énormément apporté, mais parce qu'elles étaient humaines en fait, vous voyez, qu'elles avaient un côté humain. Mais ensuite, quand il a vendu la brasserie dans laquelle je travaillais, donc j'ai été vendue avec. Ça fait bizarre à entendre. Hein. Les employés sont livrés avec le restaurant. C'est vrai. Du coup, là, je suis tombée sur une autre personne, un autre patron. Et là, c'était pas la même musique. Voilà. Ça me fait bizarre ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que, et pourtant j'en ai conscience, hein, mais
j'avais jamais entendu quelqu'un le dire comme tu viens de le dire. Et c'est vrai que quand on achète une entreprise, on achète des salariés avec. Et je trouve dans ce que tu viens de dire que c'est étrange. Ça sonne, ça a une drôle de connotation en termes de liberté. Est-ce Effectivement. que par hasard, cette expérience ne serait pas à l'origine de ta volonté de créer ton entreprise pour passer de l'autre côté? Exactement. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec cette personne qui ne connaissait rien à la restauration, qui a racheté un restaurant sans savoir faire un café, sans savoir ouvrir une bouteille de vin. Donc, je me suis retrouvée gérante de la brasserie à faire le bar, le service, rentrer la terrasse seule tous les soirs, gérer la caisse, gérer les problèmes, tout gérer. Et là, je me suis dit, mais attends, tu sais tout faire en fait. Tu n'as pas besoin de autant donner pour une personne qui, en plus, ne te le reconnaît pas spécialement et ne te paye pas en conséquence, etc., etc. Après, il y a tout le raisonnement qui en découle. C'est-à-dire que tu vois le restaurant tourner, tu finis par te dire que tu le portes sur ses épaules. Et du coup, tu te dis, ben, pourquoi pas moi, quoi. Exactement. Je voulais te poser la question de quelles étaient tes ressources, mais tu es en train de me répondre, en fait. Voilà. Finalement, tu t'es construite seule et à un moment donné, tu t'es retrouvée aux commandes et tu as eu une prise de conscience. En fait, j'ai toujours été une personne très observatrice. C'est-à-dire que le jour où je suis rentrée au Barrio, tu pouvais me trouver dès que j'avais un temps. J'étais dans les cuisines en train de dire mais pourquoi tu fais ça? Et pourquoi ça c'est comme ça? Voilà. Je passais mon temps à observer la cuisine, le bar, à essayer. Je suis passée par tous les postes, commis, serveuse, bar, barmaid. Je sais faire les cocktails. Voilà. Et après, je me suis intéressée à la cuisine où je posais énormément de questions. Et après, je rentrais chez moi et j'essayais de refaire, j'essayais de reproduire ce que Ah j'avais vu. ouais. Et du coup, ça m'a amené vers une passion vers la cuisine. Donc, de plus en plus, je passais mon temps à inviter mes amis et de leur faire mes nouvelles découvertes, de leur faire ce que j'ai réussi à faire, etc., etc. Et voilà, donc c'est vraiment mes ressources. Je pense que c'est self-made dans le sens où j'ai pas eu de formation de cuisine, j'ai pas eu de formation de quoi que ce soit, mais je suis très observatrice et très curieuse et j'aime bien apprendre quoi. Eh oui. Voilà, j'aime bien apprendre des autres. Du coup, alors d'abord là, j'ai plein de choses à te dire. Je vais commencer par le premier point. L'état d'esprit que tu as, déjà, j'ai l'impression, bon, je pense que tu es une travailleuse parce que dans ce que tu viens de dire, tu vois, le fait de reproduire chez toi le soir ce que tu avais vu la journée, ça atteste d'une volonté de travail. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois que enfin, comment on acquiert cet état d'esprit-là, selon toi? Est-ce que ça s'acquiert Alors moi, déjà ou est-ce que tu penses que voilà, ça doit être inné? je pense que ouais, c'est inné. C'est-à-dire que je pense que c'est le cœur qui parle. C'est-à-dire que tu vois quelque chose, waouh, ça te fait un truc, waouh, c'est trop bien, waouh, ah, ça a l'air trop bon, ah, ça, voilà. Et de là, est-ce que tu vas écouter cette impulsion ou, ou pas? Est-ce que tu vas écouter ce que tu ressens ou pas? Et je pense que c'est pas quelque chose qui appartient à certaines personnes et pas à d'autres, mais je pense qu'il y a des gens qui ne s'écoutent pas, qui se disent non, mais c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Voilà, ils écoutent pas Ils ce n'écoutent qu'ils pas ont leur cœur. Ils ressenti. n'écoutent pas leur cœur. Mm. Alors, du coup, j'ai une question pour toi qui est peut-être un peu piège, mais je vais te la poser. Est-ce que tu Euh, penses que pour gagner de l'argent, il faut être passionné? Ou est-ce que tu penses que si tu gagnes de l'argent, la passion finit par arriver? Waouh! Alors moi, je pense que pour gagner de l'argent, alors en fait, ouais, c'est une question un peu complexe parce que pour gagner de l'argent, il faut être passionné. Ça, c'est ce que je pense. Mais je pense que quand tu es passionné, euh, comment dire, tu, enfin, la passion ne suffit pas. Voilà. Je J'aime pense que beaucoup. pour gagner de l'argent, il faut être passionné, mais il faut ensuite acquérir les armes nécessaires pour gérer tout le reste. La passion ne suffit pas. Et ça, c'est Ouais. quelque chose que j'ai appris sur le terrain. Donc, tu es d'accord avec moi, c'est que si tu es passionné mais que tu ne gagnes pas d'argent, tu vas avoir un problème à un moment donné. Exactement. On est d'accord. On est Euh, d'accord. je veux préciser quelque chose qui est important pour moi. Il faut savoir que donc l'émission que Vanessa a fait,
à mon sens, même encore aujourd'hui, c'est la meilleure émission télévisuelle en termes de, comment dire, d'appréciation de ce qu'est une vie d'entrepreneur. Enfin, je te l'avais déjà dit, Ouais. on s'est un petit peu parlé et je le pense sincèrement. Que je trouve excellent dans cette émission, c'est qu'ils ont réussi, c'est tellement rare, à capter, pour moi, ce qu'est réellement un parcours entrepreneurial, puisque bon voilà, je vous invite encore une fois à écouter l'émission, mais même à la regarder parce qu'elle est sur YouTube, etc. C'est vrai qu'on peut dire que tu as vécu les montagnes russes émotionnelles durant cette émission. Enfin, en tout cas, c'est Complètement. comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Ah oui, oui, complètement. Alors déjà, je tiens à dire que cette émission, elle a été filmée sur 9 mois. Carrément, neuf. Ah, je savais pas. Ah bah voilà, ça c'est important de le dire. Ah, tu veux dire que là, quand on voit finalement, parce qu'en plus, elle a été redécoupée dans notre émission, donc moi, je l'avais remontée, je crois il y a 1 heure, en fait, à peu près de vidéos à Ouais, mais c'est voir. 9 mois. C'est 9 mois. Ah ouais, c'est pour ça. Eh oui, c'est pour ça. Ah ouais, je Ah comprends mieux. oui, c'est ça le truc, c'est que ça a été filmé sur 9 mois. C'est-à-dire que déjà, comment ça s'est fait? Alors là, c'est incroyable, c'est pour vous expliquer un peu l'état d'esprit que j'avais, parce que moi, j'avais 25 ans à l'époque. Bon, j'ai toujours été une personne extrêmement intuitive, extrêmement, comment dire, instinctive, parce que je n'ai pas fait d'études, enfin, je n'ai pas appris vraiment à réfléchir. Voilà, moi, je marche par instinct, par passion, Attends, je suis par... obligé. Ouais, mais je suis obligé de te couper parce que là, comme tu le dis, ça pourrait être pris du côté négatif alors que c'est très positif. C'est-à-dire que tu dis parce que j'ai pas fait d'études, c'est pas parce que c'est que comme tu n'as pas fait d'études, tu t'écoutes un peu plus que ce que les gens, enfin, que Voilà, certains c'est ça. n'arrivent pas à s'écouter. C'est ça. J'ai pas ce conditionnement. C'est ça. J'ai pas ce conditionnement de il faut être comme ci, il faut faire comme ça, il faut penser comme si. Voilà. Moi, j'étais complètement moi. Voilà. Et donc, du coup, c'est un soir, je rentre chez moi et je reçois enfin, je vois un message sur le répondeur de la maison. Et en fait, c'est une journaliste qui me dit qu'elle est passée par la boutique de gestion et qu'elle aimerait savoir si ça m'intéresserait d'être filmée pour un reportage sur ma création d'entreprise, etc. Donc voilà, je la rappelle, on se donne rendez-vous dans un café, on discute. Mais si je vous dis, et ça je vous le jure sur ce que j'ai le plus cher, que quand j'ai commencé l'émission, je ne savais même pas que c'était zone interdite. La première scène où je sors du métro pour aller voir le local, c'est la première scène, à peu près, il me semble. Je pense que la scène de la sandwicherie où je regarde les sandwichs et tout, ça a été fait après. Pour moi, dans ma mémoire, après chacun, voilà, on garde les souvenirs qu'on a. Dans ma mémoire, c'était la première scène. Je sors du métro. Moi, je pensais que c'était pour une petite chaîne du câble. Parce que je suis quelqu'un de très timide. J'aime pas trop passer à la télé. Tout ça, c'est pas trop mon truc. Et voilà, j'avais pas percuté. Et en fait, il y avait une journaliste qui était là avec un caméraman avec une petite caméra sur l'épaule. Donc c'était très simple et tout, voilà. Et donc, et là, il y a une dame qui passe et qui dit oui, c'est pourquoi et tout. Et là, la journaliste lui dit oui, c'est pour zone interdite. Et c'est comme ça que je l'ai appris en fait. Ah ouais. Euh, Donc, c'est pour vous dire un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais, en fait. C'est-à-dire que, ah bah, si ça vous fait plaisir, bon, si c'est pour une petite chaîne, ça va, parce que moi, j'aime pas trop passer à la télé, j'aime pas trop, voilà, j'aime pas trop m'exposer, c'est pas mon truc et tout. Donc, moi, je pensais vraiment que c'était pour une petite chaîne du câble, quoi. Et du Et coup, que, alors, quand on t'annonce ça, tu fais marche arrière ou c'est quoi ou non, tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'y suis ah maintenant. non, ah non, là, je suis excitée, j'appelle mon mari. Qui était mon copain à l'époque, je l'appelle, oh là là, c'est pour zone interdite, mais c'est incroyable comment je vais faire, mais c'est pas possible. Mais ça y est, j'étais lancée, quoi. Eh ouais, eh ouais. Et voilà. T'avais signé un contrat? Non, j'ai rien signé, il me semble pas. Non, t'as rien signé, t'es parti, ils t'ont Non, il me filmé. semble pas. Je pense qu'ils ont fait à chaque fois, ils me demandaient mon autorisation en me Oui, filmant, en fait. de Mais droit il à n'y avait pas l'image. de Ouais. contrat. Voilà, il n'y avait pas de contrat écrit, quoi. J'ai rien touché, j'ai pas été payée, ni quoi que ce soit. Oui, bah, c'était. Oui, oui, c'est ça. Oui. Non, mais voilà, c'est juste pour informer, enfin voilà, Non, pour non, mais raconter. tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que c'est fou de dire. Tu vois, tu parles de 2008. Tu te rends compte comment la télé elle a changé aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on paye. Enfin, les gens sont payés pour être filmés à rien faire dans des maisons. Et quand Ouais. ils ont été vus une fois, ils ont un compte Instagram qui est chargé, qui leur permet de vendre comment on appelle, des produits, je ne sais pas quoi, Placement de dérivés. produit, là. Voilà, des placements de produits. Et les mecs, en fait, ils ne travaillent plus jamais de leur vie. Et finalement, bon, ben, c'est quand même, c'est fou
quoi, 14 ans, Ouais. l'évolution, elle a pu être, quand tu dis que toi, ben, c'est clair, et c'est vrai que c'était comme ça. Vraiment, tu passais à la télé, c'était déjà, on te disait, c'est déjà bien, c'est un avantage, tu vas pouvoir mettre en avant ta Faire de la boutique. pub. Voilà, moi, c'est Ouais, ça. Voilà, c'est ça. ouais, C'était, tu te rends compte, là, tu as une pub à 1 million d'euros, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Aujourd'hui, on te… c'est énorme. Ouais. Non, non, mais en Mais soi, après, je suis très contente. Enfin, j'ai jamais, enfin voilà, je m'en fiche. Je voulais pas d'argent spécialement, etc. Je trouvais que c'était une bonne chose parce que, étant donné que je partais avec pas grand-chose, il me fallait absolument de la pub, un côté, voilà, il me fallait quelque chose. bah, ça, Donc, j'ai ça trouvé t'a que fait de la visibilité, hein. Et exactement. puis bon, ça te rapporte toujours pas d'argent, mais je trouve que c'est la meilleure émission entrepreneuriale qui ait jamais été faite, hein. Sincèrement, non, mais vraiment, C'est top. j'insiste, je suis désolé, mais regardez-le, surtout si vous voulez vous lancer à votre compte, parce que vraiment, pour moi, on a vraiment les hauts, les bas, tu réussis, puis tu échoues, puis tu réussis. C'est d'ailleurs, je vais te poser la question maintenant, comment on fait pour traverser tous ces hauts et tous ces bas? Juste, je me permets de le dire à ta place, mais Vanessa, on la voit essayer d'obtenir ses financements. Elle y arrive, puis elle n'y arrive pas, puis elle y arrive. On te voit aussi quand même avoir du mal avec les locaux. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je veux dire, il y a vraiment autant d'échecs que de réussites pour arriver à sortir le projet, mais on se rend compte à quel point c'est dur d'être entrepreneur et comment on fait donc du coup pour traverser tout ça en fait. Exactement. Bah, en fait, sincèrement, déjà, sans le suivi de la boutique de gestion, j'aurais pas réussi. Vraiment. Parce que le suivi m'a structuré. Déjà, il faut une structure. Même avec l'expérience que tu avais avant, comme tu nous as dit Même tout à avec l'heure. l'expérience que j'avais avant. Parce que ça n'a rien à voir. L'expérience que j'avais avant, c'est une expérience de terrain. C'est une fois que le truc il est ouvert. Ouais, d'accord. Et pour le monter, c'est encore autre chose. Donc, il faut connaître énormément de choses. Il faut connaître les statuts. Enfin, voilà, il faut connaître énormément de choses au niveau de la création, quoi. Et moi, je connaissais rien du tout. Moi, j'étais une serveuse, quelqu'un qui fidélise les clients, quelqu'un qui est passionné et qui aime les gens. Voilà, c'est tout, point. Donc, donc en fait, la boutique de gestion m'a énormément aidé. Monsieur Selmi, pour moi, il est passé outre. Il s'est fait happer comme ça par je pense, par le projet et par l'engouement que j'avais, par cette volonté que j'avais, parce que j'étais très volontaire. Et je pense que lui, ça l'a motivé. Il s'est dit, waouh, c'est top. Pourquoi tu dis qu'il est passé outre? C'est quoi cette remarque? Bah, moi, je trouve qu'il est passé outre dans le sens où j'avais l'impression qu'il me donnait énormément. J'avais pas l'impression qu'il était dans un cadre où, enfin, j'avais pas l'impression qu'il pouvait faire ça avec tout le monde. Oui. J'avais l'impression que c'était bon, bien sûr, il peut faire ça avec tout le monde, mais il était au-delà, c'est-à-dire qu'il était dans le soutien, il était, enfin, on s'échangeait C'est les numéros, je l'appelais, C'est le quand monsieur qu'on j'avais. voit avec qui tu fais le produit en croix à un moment donné, qui te soutient aussi quand tu Exactement, sors du. exact. Voilà, quand tu sors à un moment donné, je crois que tu réussis pas à l'obtention d'une aide et tu es effondré. Et non, c'est suite à l'entretien, si j'ai bonne mémoire. Voilà, tu Suite à sors du… l'entretien, ouais, que Ouais, j'ai fait à la boutique de ouais. gestion Et là, pour il te moi. soutient, il est là à la sortie sur les marches et il te soutient, c'est cette personne, c'est ça à chaque fois. Mais oui, franchement, il m'a organisé un entretien factice pour que je puisse m'entraîner, que je puisse être confrontée bah, déjà plusieurs personnes qui me posent des questions, à tout cet effet de stress que ça engendre déjà de un, et à la situation pour que je puisse, dans la vraie situation, gérer. Déjà, ça, c'est énorme. Enfin, je veux dire, enfin, et voilà, et il m'a piégé, il m'a posé les questions les Je plus m'en dures. rappelle. Je m'en Et je lui rappelle. en ai voulu sur le moment, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais il est en train de se moquer de moi. Enfin, il fait tout pour me rabaisser. Pourquoi il fait ça? Et en fait, non, c'était pour me préparer. C'était pour me préparer justement au pire. Et voilà, et c'est franchement, je lui en suis tellement reconnaissante. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit tout ça, parce que je lui ai dit, il m'a dit, la seule chose que je te demande en retour, c'est que le jour où tu as un jeune qui est là et qui a besoin de cet accompagnement, de ce soutien, bah, tu passes le relais en fait. Et Ah, ça, j'ai trouvé c'est… ça merveilleux. Voilà. Mais c'est marrant parce que tu vois, j'essaye d'aider les gens qui se lancent et je trouve que c'est ce qu'on doit faire en fait. Je suis d'accord avec lui.
Je pense que la vie, c'est pas que recevoir et que pas plus tard qu'hier, moi j'étais avec la sœur de mon banquier que je salue, à qui j'ai donné 1 heure de mon temps pour essayer de l'aider dans son entreprise. Et c'est vrai que je pense que tout le monde devrait essayer de redonner un minimum, en tout cas, et ça a plus de valeur d'ailleurs, je pense, de donner comme ça des conseils et de l'accompagnement à quelqu'un que même les dons d'argent ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, peu importe. Exactement. Je pense qu'effectivement, comme il dit, là, le passage de relais, c'est important parce que je pense qu'il t'a marqué. La façon dont on parle, depuis le début de cet entretien, c'est le nom que tu répètes le plus, j'ai l'impression, Ouais, dans tout ça. Donc, je pense ouais. que c'est quelqu'un qui t'a profondément marqué. Il m'a profondément marqué parce que souvent, on est confronté quand on essaye de se lancer dans quelque chose, quand on croit en quelque chose et qu'on essaye de trouver des aides, d'aller vers des gens, de poser des questions, etc. Souvent, on est face à des gens qui sont désinvestis, qui vous balancent les informations vite fait comme ça, ou bien qui font juste leur travail et pas plus, etc. etc. Et je trouve ça dommage. Et je trouve que ce qu'il a fait, encore une fois, on revient dans l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est des êtres humains, on a tous. Il ne m'a pas jugé, il ne s'est pas dit. Il a cru en moi, il m'a donné la chance, il n'a jamais posé un regard sur moi en se disant bon, bah, elle ne va pas y arriver, ou bon, on verra bien, mais je m'en fous, je fais mon boulot et après je rentre chez moi. Ou, voilà. Il a été hyper investi. Et ça, franchement, pour ça, j'en suis extrêmement reconnaissante parce que je pense que c'est ce genre de regard qui aide les autres, qui nous aide tout à chacun à se dépasser aussi. Et, ouais. Et du coup, est-ce que je peux dire que grâce à lui, tu as réussi à monter le Non, projet? non, je ne dirais pas ça. Je dirais que ce projet, c'est grâce à moi, avant tout, parce que Oui. c'est mon projet, c'est mon impulsion, c'est mon désir, c'est mon rêve. Et que sur mon chemin, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont contribué à ma réussite. Quel est son Et toutes ces pourcentage? personnes, je les remercie. Excuse-moi, je t'ai coupé. Quel est son pourcentage pour toi d'implication dans le projet si tu devais à peu près le. Tu vois ce que j'essaye de faire? Au début, dans la création, franchement, 100%. D'accord. Là où j'essaye de t'amener, c'est est-ce que tu penses du coup que pour créer une boîte pour quelqu'un comme toi, il y a intérêt à s'associer? Tu comprends? Est-ce qu'il n'y a pas intérêt, parce que toi, tu l'as porté toute seule le projet, ce qui te rajoute du courage et tout ce que tu veux, mais est-ce que du coup, paradoxalement, il n'y aurait peut-être pas eu intérêt à ce qu'il y ait une tierce personne, enfin une personne à côté de toi qui joue ce rôle-là? Alors, oui, je pense que oui. Je pense que j'ai manqué d'un associé, ça c'est clair. Mais l'association, enfin, avoir un associé, ça pose aussi des pièges. C'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que ça dépend qui, encore une fois, on est sur la personne. Ça dépend qui, ça dépend de la relation que vous avez avec cette personne, ça dépend de l'implication de cette personne, de la vision commune que vous avez du projet. Voilà, c'est ça en fait. Avoir un associé pour avoir un associé, non. Mais avoir un associé qui a le même rêve, qui a le même objectif, qui a le même but, qui est impliqué de la même manière, mais à sa façon à lui, mais qui a la même implication, cette même volonté, oui, clairement. Comment tu vois ton aventure? Parce que bon, quand on regarde l'émission, à la fin, tu réussis donc à créer Toaster. Ouais. Et donc, toi, aujourd'hui, maintenant, avec le recul, ça fait 14 ans, une paille. Comment, quel regard tu portes sur tout ça? Bah écoute, ça a été une aventure extraordinaire. Ça a été une expérience extraordinaire où j'ai appris énormément de choses. Et la chose essentielle que j'ai appris, c'est à me connaître. Voilà. Parce que tu te confrontes à énormément de situations. Ça va d'être face à une banque, enfin d'être face à quelqu'un, un banquier qui t'impressionne, qui est en costard cravate, alors que toi, enfin voilà, tu viens de pas grand chose, donc t'es pas habitué à ce genre de. Enfin, il y a tout de suite un rapport
comment dire, un rapport asymétrique, tu vois. Oui, oui, mais parce qu'après, c'est aussi ta perception qui crée ça. Voilà, c'est ma perception. Moi, je te raconte ce que moi, j'ai vécu. Oui, oui, bien sûr. Par rapport à ce rapport asymétrique avec justement les banquiers, les hommes d'affaires, les gens qui sont dans le game, moi, je n'étais pas du tout cette personne. Enfin, moi, je suis là, j'ai un rêve, gna gna gna, je veux faire ci, ça, voilà, c'est tout. Et j'ai aucune connaissance de la gestion, de la compta, de machin, des statuts, de la loi, etc., de l'INPI. Je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, voilà. Et en fait, bah, voilà, cette expérience, ça m'a permis justement de me confronter à toutes ces situations. Et du coup, bah, ça m'a permis de m'enrichir énormément parce que j'ai dû trouver des solutions à chaque moment, en fait. À chaque moment, j'ai dû trouver des solutions. Par exemple, la banque, ça, je vais le dire, parce que c'est, je ne vais pas citer de nom de banque, mais j'avais eu un accord, j'avais eu 3 accords bancaires. D'accord. Il y avait eu 3 accords bancaires de 3 banques différentes. J'ai négocié, donc Monsieur Selmi est rentré en jeu dans la négociation, enfin, m'a expliqué comment on fait, comment on les met en concurrence, etc., etc. J'ai fait ce qu'il y avait à faire et au final, il y a une banque qui est sortie du lot qui m'a proposé un super truc. Un super truc puisque c'était un droit au découvert de 5 000 euros, une carte à débit différé pour mes achats et tout de plus d'un mois, etc., etc. Il y avait vraiment des Ouais, il y super avait un beau avantages. package. Il y avait un beau package. Un beau package pour un début parce que normalement, ça ne se fait pas. Quand tu n'as pas d'apport, que tu n'as Ouais, pas ouais. beaucoup de fonds, etc., ils ne te donnent pas autant. Donc, j'étais super contente et tout. Et puis, au moment de signer le contrat, tout disparaît. Ah ben non, on ne vous a pas dit ça. Ah ben non, ce n'était pas prévu. Alors que Alors, moi, j'avais dit non aux 2 autres banques. J'avais refusé les 2 autres prêts. je rigole parce que dans mon métier, tu t'imagines pas à quel point c'est courant, au point où personnellement, moi, je me considère plus comme un leveur de fonds et comme quelqu'un qui va aller chercher de l'argent au banquier. Aujourd'hui, je considère que c'est le cœur de mon métier, bien plus que la partie immobilière en soi qui pourtant est importante. Parce que ce que tu dis, ça arrive très souvent. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé dans ma carrière énormément de fois où un banquier m'a dit oui, mais comme toi, hein, oui, un oui bien audible, bien oral. Et quand tu arrives avec le dossier signé, le compromis, les papiers, où toi, tu ne peux plus te dégager, et bien là, on te donne un papier où là, il y a écrit non. Et là, tu te dis, j'aurais peut-être dû demander un papier. Et ça fout les Voilà. boules. Et ça fout les boules. Et je Voilà. comprends que ça te laisse un goût amer. Bah, en fait, ça ne m'a pas laissé un goût amer dans le sens où j'ai rebondi. Moi, je suis quelqu'un qui rebondit énormément. Ça, c'est l'avantage justement de ne pas avoir eu grand-chose et donc d'avoir dû souvent se débrouiller. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bluffé. Étant donné que j'étais suivie par M6, je leur ai dit que quand j'étais venue la dernière fois, j'avais une caméra discrète sur moi. Et donc, qu'ils prendraient leurs responsabilités face à la France. Donc là, je leur ai dit ça et je suis partie. Et le lendemain, à 8 heures du matin, le banquier devant ma porte, énorme bouquet de fleurs, serrage de main, cirage de pompe, la totale, avec tout ce que j'avais demandé. Voilà. Et c'est là où tu vois la société comment elle est, c'est là où tu vois les requins, ils sont où, c'est là où tu vois. Voilà. Et moi, c'est des expériences que je garde en tête qui te permettent de voir l'humain, comment il se comporte. J'adore parce que ce que tu dis, c'est une réalité, comment dire, c'est voilà, il y a rien c'est voilà, c'est inéluctable. Mais tu as dit ce qu'il fallait dire au départ, c'est le fait que tu n'avais rien au début et que, à mon avis, entre guillemets, tu gardes cet état d'esprit de finalement, je viens de, enfin, excuse-moi, c'est mes mots à moi, hein, ne les prends pas Il n'y mal, a mais pas de moi, souci. je dis la même chose pour moi, en fait, hein. Je viens du caniveau, au pire, je reviendrai là où j'étais, donc j'ai rien à perdre. Exactement. Et qu'en plus, comment dire, c'est des procédés, je ne sais pas si le mot il est fort, mais c'est des procédés d'escrocs. Enfin, c'est pas, enfin, je sais pas. On nous pompe l'air tous les jours à ce qu'il faut qu'on suive les règles, qu'il faut pas mentir, qu'il faut être droit, qu'il faut être honnête, qu'il faut nanana, que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et puis là, tu te retrouves face à une banque, des gens très sérieux, d'un certain âge, etc., etc. Qui sont Et censés là, l'être, qui sont censés l'être. qui sont censés l'être justement dans le regard de la société. Et là, tu te retrouves face à quelqu'un qui te ment.
Donc, à un moment donné, tu te poses des questions. Je ne me fais pas l'avocat du diable, Vanessa. En fait, si tu veux, les banques, il faut que tu comprennes, c'est une vieille institution et que tu ne peux pas t'imaginer comment ça se… En fait, les gens que tu vois, il se passe des choses derrière eux journalièrement qui fait que c'est changeant, en fait. Et c'est très dur à comprendre et à expliquer parce que c'est exactement, ça donne la sensation que ce sont des escrocs. Mais c'est parce que, par exemple, le matin, le banquier, il arrive, il allume son ordinateur. Je tire un peu le trait, hein, bien évidemment. Si des banquiers m'écoutent, ils vont dire que ça ne se passe pas exactement comme ça. Mais enfin, parfois, ça peut aussi arriver. Et d'un coup, ils vont avoir écrit, on a fait les objectifs, on ne prête plus d'argent. Et toi, la veille, il t'a dit oui, ben aujourd'hui, c'est non. Et ça tombe sur des trucs. Je ne les défends pas. Je ne dis pas que c'est bien après. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je veux Non, mais juste… moi, j'entends cela, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand après, je te dis que tu as été filmé, pourquoi alors, dans ces cas-là, tu n'assumes pas jusqu'au bout cette chose-là qui est soi-disant normale et compréhensible? Parce que là, ils vont trouver des fonds parce que justement, c'est de la pub et qu'en termes de pub, on ne peut pas se permettre de se faire de la mauvaise pub. Bah voilà. Bah, Oui, mais par contre, je salue ton courage parce qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient dégonflés là où toi, tu as eu le courage d'agir de la sorte. Quoi. C'est vraiment bravo, bravo. bah, je pense qu'effectivement, il y a des moments dans la vie où tu ne peux pas être dans le conformisme Oui, ça, c'est sûr. totalement. Parce que sinon, tu te fais bouffer, en fait. Voilà. Donc c'est là où il faut réagir et sortir un peu des clous. Mais je vois que tu fais ça très bien. Bon, tu me parles de banque, je vais un peu dévier sur mon sujet. J'ai un petit peu envie qu'on en parle. Dans le documentaire, à un moment donné, on te voit partir en centre de Paris, négocier comment dirais-je, un local professionnel. Et après, pour des raisons financières, tu positionnes ta sandwicherie dans un autre local, en fait. Mhm. Et c'est une question que je rêvais de te poser. Est-ce que tu crois que si ta sandwicherie elle aurait été dans ce local de départ, tu aurais eu la même histoire et peut-être pas les mêmes problèmes aussi? Pour juste mémoire, tu t'es fait fracturer 2 fois à la fin donc, du reportage là où on te quitte. Tu t'es fait Mhm. fracturer 2 fois comment dire, la boutique. Est-ce que tu penses qu'en intra, ça aurait été différent? Pas au niveau des fractures. Il n'y a aucun sous-entendu au niveau du fait que tu sois fait fracturer la boutique. C'est pas ça le point où je veux en venir. Le point, c'est est-ce que ta sandwicherie, elle n'aurait pas juste mieux marché en intra de Paris dans le premier local que tu as essayé de négocier? Est-ce que l'écart de prix ne se valait pas finalement? Non, franchement, moi, je pense pas. Parce que déjà, elle était très petite. Le local que j'ai pris à Montreuil, c'était plus de 50 mètres carrés. Je pouvais mettre à peu près, je crois que c'était une dizaine de tables, un truc comme ça. Donc, ça fait quand même 20 personnes assises. Ouais. Il y avait un espace, etc. Là-bas, c'était un 20 mètres carrés, un truc comme ça, Mmh. déjà. D'accord. Mais tu avais moins de travaux, Euh, il me semble, non? Tu n'avais rien à Il faire, je y crois. avait moins de travaux, mais en même temps, c'était tout petit. Ouais. Il n'y avait pas de place assise, il n'y avait pas de terrasse, puisqu'on était directement sur le trottoir avec les voitures juste devant. À Il n'y Montreuil, avait tu avais rien. une terrasse. Il y avait une terrasse. Ouais, d'accord. Je ne savais pas. Il y D'accord. avait une terrasse. Donc, pour moi, non. Pour moi, ça aurait été très compliqué. Ça aurait été compliqué d'une autre manière, parce que chacun, il a ses points forts et ses points faibles. Oui, mais tu aurais fait peut-être plus d'emporter, peut-être. Voilà, j'aurais fait autrement, j'aurais fait plus d'emporter, j'aurais fait voilà, d'autres choses. Mais, comment dire, je pense que ce qui a fait que… alors, tu disais, est-ce que ça aurait mieux marché? En fait, le truc, c'est que mon affaire, elle a très bien marché pour ce que c'était. La première année, j'ai atteint mes objectifs sans problème. J'ai fait les 116 000 euros annuels qui étaient prévus Dans le prévisionnel. dans le prévisionnel. Il n'y a aucun souci, elle a très bien marché. Mais en fait, le truc, c'était mon manque d'expérience qui a joué. C'est-à-dire qu'au niveau de la pub, au niveau… En fait, j'étais seule et j'aurais dû mettre en place énormément de choses et je n'ai pas eu les ressources nécessaires pour le faire. La fatigue, déjà, je faisais tous les plats maison moi-même. Ah ouais. C'est moi qui faisais les commandes, c'est moi qui faisais les sauces. Je faisais les sauces des pâtes. Tout était Je faisais maison. tout. Tout était maison. Tout Parce était que, maison. parce que dans le reportage, on voit que tu as fait goûter à tes amis les sandwichs. Personnellement, c'est un des points où je n'étais pas forcément en accord avec ce que tu avais fait, parce que je pense que j'aurais pensé, moi, personnellement, qu'il aurait mieux valu faire goûter justement des gens qu'on ne connaît pas,
plutôt qu'à des gens qu'on connaît. Mais ça, c'est un avis personnel. Effectivement. Mais franchement, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, j'ai pas eu cette idée-là parce qu'encore une fois, c'est un manque d'expérience. C'est un manque de conseils à ce niveau-là. Voilà, Monsieur Selmy, c'était un contrôleur de gestion, j'allais dire. Oui, c'est ça, c'était Oui, c'est un ça. gestionnaire. Oui, c'était un gestionnaire. Il n'était pas C'était sur la un, partie. voilà, c'était un gestionnaire et lui, en fait, il n'y connaissait pas grand-chose dans tout ce qui est marketing, enfin, mise en place de toutes ces choses-là. Et moi, bah, j'ai appris tout mon savoir, je l'avais appris sur le terrain en étant comment dire, drivé par des boss. Enfin, c'était pas moi qui Oui, mettais tout oui, en oui. place. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas le même angle de vue. Et je pense qu'il m'a manqué énormément de réactivité par rapport à la livraison. Mais en même temps, il me manquait des fonds. En même temps, voilà, c'était compliqué. C'était compliqué seul, sans vraiment. Il faut savoir que j'ai tout emprunté aux banques. Je suis partie avec 5 000 euros. Donc, voilà, il Attends, fallait. je te coupe. Tu avais 5 000 € quand tu as commencé? C'est ça que tu es en train de dire? Non, j'avais pas 5 000 euros. J'avais 2 500 € et on a mis mon scooter sur le. Quoi? on a mis mon scooter en plus et donc ça a fait 5 000 quoi. Excuse-moi. Ah oui. On s'est D'accord. débrouillé quoi, on s'est Ouais. débrouillé. Oui, tu avais Mais j'avais vrai. un excellent gestionnaire qui connaissait bien son métier et qui savait qu'on pouvait faire ça. Oui, mais non, mais moi, enfin, c'est vrai, quand tu es dans les sociétés, tu sais que tu peux faire ça, mais c'est rigolo. Oui, oui, effectivement, tu avais 5 000 € avec le scooter et l'argent de côté. Ouais, d'accord, d'accord. Mais c'est intéressant. Du coup, ça m'amène sur une question aussi. Tu penses que comment dire? Tu penses qu'il faut pas. Si les gens qui nous écoutent veulent se lancer et qu'ils n'ont pas d'argent, du coup, tu leur déconseillerais ou tu leur dirais, par exemple, plutôt de mettre, par exemple, un an d'avance, par exemple, 1 000 €, enfin 12 000 € sur un compte d'avance de côté pour pouvoir se lancer. Comment aujourd'hui tu managerais ton argent si tu devais relancer une entreprise avec l'expérience que tu as? Effectivement. Ah oui, avec mon expérience, effectivement. Pour moi, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui va te permettre d'avoir le local le mieux situé. C'est ça qui va te permettre d'avoir beaucoup moins, qui va te permettre de réduire ton stress aussi, hein, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où ton resto il est vide. Si tu dois absolument faire ce chiffre-là et que tu n'as rien derrière, tu es en angoisse totale. Donc, effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, de l'autre côté, si les personnes, ils n'ont pas énormément d'argent, mais qu'ils ont un projet où ils sont sûrs d'eux, où ils le ressentent et qui sont accompagnés, et c'est là où l'associé vient en jeu. Et qui sont accompagnés et qu'ils ont une expérience qu'ils savent comment faire la pub, qu'ils ont toutes les techniques, voilà, qu'ils savent comment gérer les choses, franchement, je leur dis de se lancer. Je leur dis de se lancer. Voilà. Donc, mais c'est vrai que l'argent, c'est une sécurité. Mais Ah, après, il faut prendre des risques aussi dans la vie. on est d'accord, on est d'accord. Voilà, si vraiment on n'arrive pas à réunir les fonds et qu'on a quand même un petit peu, mais pas suffisamment, etc., il faut quand même se lancer parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'acquérir sa liberté et de monter son truc. Je, Voilà. je te remercie de le dire et je suis content de te l'entendre dire parce que je veux que tout le monde sache que l'entrepreneuriat, ça reste le meilleur moyen, surtout quand on n'a pas d'argent, même si c'est plus dur, comme tu viens de le dire, d'acquérir ta liberté, de gagner de l'argent, l'opportunité aussi de faire fortune, même si c'est parfois difficile, Exactement. on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, mais c'est vrai que voilà, ça reste une opportunité en soi. Rapidement, après on va boucler cette partie-là. Ton avis sur l'immobilier finalement, parce que je t'ai vu quand même négocier. Bon, maladroitement, mais ne le prends pas mal. Mais je t'ai vu Ah, pas de négocier quand même souci. un loyer. À la Donc, vieille négociation. ouais. Ton avis sur Ah. l'immobilier alors? Bah écoute, moi, j'avais jamais négocié de loyer de ma vie, hein, enfin de local, de quoi que ce soit. Donc voilà, c'était encore une fois une première expérience. Bon, le monsieur, apparemment, il avait beaucoup de demandes, il était déterminé, etc. Bon, bah, c'est pas grave, voilà. Au final, j'ai trouvé autre chose de plus grand, où le monsieur m'a laissé 2 mois gratuits, où le loyer était beaucoup moins cher. Enfin, franchement, euh, les Ouais, ouais, choses viennent à point oui, au oui, fur et à mesure de la recherche et du c'est ça. cheminement, quoi. Donc, et tu penses quoi de l'immobilier comme investissement immobilier? Parce que tu l'as vu du côté preneur, mais est-ce que tu penses que les propriétaires immobiliers, qu'est-ce que tu penses de leur position? Ah bah franchement, moi j'ai aucune expérience dans l'immobilier, mais j'ai l'impression que leur position est confortable.
Écoute, moi, j'aimerais bien être à leur place. Voilà, après, je ne sais pas de quoi je parle, donc je ne peux pas trop te… Tu vois, je Oui, ne non, connais non, mais pas. c'est intéressant d'avoir ta perception, je trouve, parce que du coup, Ouais. moi, c'est mon boulot, donc je suis bailleur, notamment de locaux professionnels. Et c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, je voulais aussi un peu avoir ton opinion qui a été de l'autre côté. C'est intéressant de voir voilà, que tu vois, que tu perçoives quand même qu'il y a quand même un certain confort quand on est bailleur, quoi. Ah, il y a un certain confort, ça se voit, bien évidemment. En plus, le monsieur qui m'avait loué le local, il avait un immeuble. C'était pas juste un local qu'il avait, hein, c'était un immeuble. Et tu sais, Donc, tu peux en avoir plusieurs des immeubles, hein. voilà. Mais voilà, ça, c'est des choses. Si on n'a pas vécu ou connu une personne qui a réussi, par exemple comme toi, j'ai l'impression que tu n'es pas parti de grand-chose et que tu as J'avais réussi à rien. accumuler des biens, voilà, etc. Si on ne connaît pas, si on ne voit pas une personne concrètement réaliser ça, on a l'impression que ça nous est pas accessible, que c'est trop gros, que c'est C'est marrant. impossible, enfin, c'est des riches, c'est des gens, ils ont de l'argent, enfin, tu vois ce que je veux dire, on a toujours des idées comme ça reçues et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Il y a énormément de gens qui se disent non, mais voilà, c'est pas pour moi. Ouais, ouais, ouais. J'y arriverai pas. Et alors là, tu Mais leur dis quoi à ces gens-là? et ben, Au je leur global, dis, parce que c'est la même chose. c'est la même chose. Bah, en fait, je leur dis bah, non, en fait, expérimentez, faites les choses et allez-y parce que bah, c'est en se confrontant qu'on devient cette personne-là, en fait. Et qu'on, petit à petit, on apprend, on voit, et puis voilà. Est-ce que tu ne crois pas, et je te remets ça sur le tapis, je suis désolé, mais que le fait que tu n'aies pas fait d'études n'a pas un lien avec le discours que tu tiens là? Si, clairement. Mais au-delà de ne pas avoir fait d'études, parce que pourquoi j'ai pas fait d'études? C'est ça, en fait. Pourquoi les gens ne font pas d'études? Je pense que c'est au-delà de ne pas faire d'études. C'est que quand on ne fait pas d'études, c'est qu'on n'est pas assez, qu'on n'a pas l'espace psychique nécessaire pour faire des études. Il va falloir que tu C'est-à-dire, creuses, il va falloir que tu creuses un peu là. ça veut dire qu'on n'a pas, ça veut dire on a d'autres soucis à gérer dans la tête. Oui, d'accord, On je a d'autres comprends. soucis à gérer dans la tête et du coup, les enfants qui sont là, qui foutent rien à l'école, etc., c'est pas parce qu'ils se sont dit, tiens, je suis nul, je vais rien foutre à l'école. C'est parce qu'ils ont d'autres soucis à gérer dans leur tête. C'est intéressant. Je n'avais jamais entendu ça et je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc, je pense que c'est ça la nuance qu'il faut porter. C'est pas une question d'études, en fait. Je pense que tout le monde peut faire des études. Mais à un moment donné, quand tu vis dans une maison avec tes 10 frères et sœurs, que tu n'as pas d'espace, que tu n'as pas d'intimité, par exemple, hein, Oui, qu'il y a des oui, j'entends. cafards, qu'il y a des problèmes familiaux, que tes parents ils s'embrouillent, enfin, peu importe, il se passe tellement de choses qu'il y a des enfants, ils n'ont pas l'espace dans leur tête pour pouvoir se concentrer sur les études. Et c'est ce Effectivement. qui fait, voilà. Et effectivement, c'est vrai que en transposant dans d'autres situations de la vie, il y a des moments où on n'est pas disposé à faire des choses parce que, comme tu dis, ben voilà, on nous propose quelque chose, peu importe quoi, et à ce moment-là, ça ne correspond pas à notre état d'esprit et on n'est pas capable de faire parce qu'on n'a pas la tête à ça. D'ailleurs, c'est l'expression qu'on Exactement. utilise. Et je l'avais jamais percuté qu'effectivement, même un enfant pouvait, pour diverses raisons qu'on ignore parfois, ne pas avoir Mhm. la tête à ça. Exactement. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas la tête à ça. C'est très intéressant. Écoute, on va en arriver à l'actualité parce qu'à un moment donné, on veut savoir. Alors, c'est quoi la suite? Parce que quand on arrête le reportage, paf! Donc, bon, finalement, après moult et moult machins, on vous voit boire le champagne, tout le monde il est heureux. La suite, c'est quoi? Parce que bon, on a envie de savoir, hein. En fait, il y a eu un deuxième reportage qui est passé. Ah, je ne savais même pas, tu vois. Il y a eu une suite. Ah ouais, Il y a eu une suite où je vendais justement toaster. d'accord. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, mon manque d'expérience, le fait de les énormes angoisses liées à toutes ces responsabilités qui pesaient sur moi, ont à un moment donné pesé leur poids. Et j'ai senti que je n'étais plus capable de rester dans cette situation pour ma santé, en fait. D'accord. Donc, quand je l'ai senti, j'ai pris tout de suite la décision de vendre. J'ai pas hésité une seule seconde. Qu'est-ce qui fait que, avant de te lancer, tu te sens capable? Tu dis, voilà, je gérais toute la boutique de la brasserie quand j'ai été racheté. Donc là, je veux me lancer parce que je suis capable. Et là, maintenant, tu me dis, là, les responsabilités m'ont pressurisé. Ça veut dire que tu as cédé à la pression? J'ai cédé clairement à la pression parce que bah, c'est la restauration, donc
c'est mutable, quoi. Enfin, ça change. Enfin, chaque jour est différent. Un jour, on te casse tes vitres. Le lendemain, tu as un problème de livraison, machin. Enfin, tu as toujours plein de choses à régler toute la journée, tous les jours. Et en plus de ça, tu as la pression de l'argent, c'est-à-dire il faut absolument faire tel chiffre, tel truc pour rembourser tel machin et tout. Donc, j'arrivais à payer toutes mes charges, j'arrivais à rembourser mon crédit, j'arrivais à faire toutes ces choses, mais ça me coûtait énormément parce que ça me mettait énormément de pression, que je donnais énormément d'énergie pour y arriver en fait. Parce qu'il me manquait justement peut-être un associé, il me manquait voilà, des choses. Est-ce que dans ce que tu dis, tu vois, tu dis tous les jours, il se passe des choses. Mais est-ce que ça, c'est pas la vie? Et est-ce que tu crois pas que c'est plutôt la pression financière qui a eu raison du reste? Je me permets, mais c'est dans ce que j'entends, tu vois. Non, non, C'est-à-dire non, que j'entends ce que tu dis. Effectivement, la pression financière a eu raison du reste, mais pas que. C'est pas que, c'est pas la pression financière qui. Non, non, pour moi, c'est pas la pression financière parce que la pression, elle est dans ta tête en fait. C'est toi qui la crée. Tu la crées à partir de quoi en fait? C'est ça la question. C'est-à-dire que la pression, je me la créais toute seule. J'avais toutes les conditions, je faisais le chiffre d'affaires qu'il fallait, j'avais réussi à faire un truc super, mais j'arrivais pas à m'en satisfaire. J'en voulais toujours plus. J'étais extrêmement exigeante. Je voulais pas que tous les jours je faisais le ménage à fond. Tous les jours je me donnais, tous les jours je faisais à manger, tous les jours je faisais les trucs maison, machin, parce que j'étais extrêmement exigeante. J'étais dans une certaine rigidité qu'il fallait que ce soit parfait, que ce soit. Donc ça, c'est moi qui le crée avec qui je suis en fait. Et c'est ça que ça m'a mis à jour, que ça m'a révélé. C'est pourquoi je me mettais autant de pression en fait. donc, en fait, tu es en train de nous dire, et je trouve ça très intéressant, que tu t'es toute seule écrasée sous le poids des contraintes que tu t'étais toi-même imposées. Exactement. C'est, Exactement. c'est ironique quand même. C'est ironique, mais ça s'appelle aller de soi à soi en passant par les autres. Voilà. C'est-à-dire que pour se découvrir, il faut se confronter à des situations. C'est pour ça que je te dis que cette expérience m'a énormément apporté parce que je me suis découverte. Je me suis découverte extrêmement angoissée, alors que moi, je suis quelqu'un qui est tout en souriant, enfin, à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement positive, qui rebondit très facilement, qui a un état d'esprit assez positif et punchy. Et là, d'un coup, je me suis découverte différemment. Ouais. Et donc ça, c'était une grande découverte parce que je me suis découverte vraiment, en fait. Pas que en surface, dans des petites situations où, voilà, là, je me suis découverte face à moi-même, en fait, et à ce que j'avais voulu faire. Et alors, c'est quoi qui a fait ça? C'est les responsabilités? Alors, ce qui a fait ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc là, on va rentrer dans des choses plus complexes, c'est-à-dire que moi, on a tous un bagage. On a tous un bagage, une enfance, un environnement dans lequel on a grandi, etc. Et en fait, c'est tout ce bagage qui remontait à la surface, en fait. C'est toutes ces blessures, c'est toutes ces fausses croyances, comme quoi je viens d'en bas, du caniveau, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, toutes ces fausses croyances qui te tirent vers le bas et qui te disent tu vas jamais arriver, tu vas jamais arriver, tu vas jamais arriver, et Ah ouais. et qui font que tous les jours tu en donnes toujours plus et toujours plus parce que tu as peur de ne pas y arriver, de ne pas y arriver. Enfin, il y a cette pression-là, en fait. Et je ne sais pas si c'était à la mode déjà cette expression, parce que bon, moi je ne suis pas un grand fan de cette expression-là, mais tu as fait une espèce de burn-out? Oui, clairement, j'ai fait un burn-out. Clairement, j'ai fait un burn-out. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti que je n'avais plus le sourire. Je me suis observée, en fait. J'ai vu que j'avais plus le sourire à aller au travail le matin. J'avais plus la même passion, le même désir. Voilà, c'était en train de s'éteindre sous le poids des responsabilités, sous le poids des angoisses, sous le poids de la pression. Du coup, je me suis dit, oulala, moi, voilà, c'est ça le truc. Quand je dis il faut s'écouter, c'est tu sens que ça y est, t'as plus envie, t'arrêtes, c'est pas grave. Voilà Ah, comment moi j'envisage les ouais, choses. alors d'accord, mais encore une fois, tu as du courage, parce que la plupart des gens, ils vont te répondre, mais comment tu as fait pour vivre? Vendu alors? J'avais quand même créé un fonds de commerce, Oui. d'accord. Franchement,
je suis extrêmement fière de ce que j'ai fait, puisque en fait, ce que j'essaye de dire par là, c'est que si justement je m'étais dit non, continue, tu as fait ça, machin, tu dois continuer, il faut que tu vives. Si j'étais dans une réalité comme ça, sociale, sociétale, tu vois, eh ben, j'aurais continué. Et là, vraiment, j'aurais fait un burn-out. Et j'aurais pas Ah pu oui, contrôler, eh en oui, fait. Parce que c'est le corps qui, au bout d'un moment, si ton cerveau ne veut pas comprendre, si toi, tu ne prends pas la décision, c'est ton corps qui prend la décision pour toi. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et là, complètement. ça aurait été compliqué parce que là, j'aurais pas pu assurer. J'aurais pas pris mes arrières pour vendre, etc., au moment où il le fallait. Et donc, j'aurais posé la clé sous la porte. Alors que là, j'ai anticipé. Je me suis vue commencer à baisser les bras, commencer à ne plus avoir le sourire. Et j'ai senti quelque chose qui se tamisait en moi. Et là, je me suis dit, tu vends tout de suite parce que ça va être une catastrophe. Si les chiffres, ils dégringolent, que tu Ouais. n'arrives plus, machin, 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 on va te saisir, tu vas être dans la mouise. Donc, Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. est-ce que je peux te demander Sauf, combien tu as vendu? donc, j'ai vendu très peu, encore une fois, parce que je n'ai pas vendu à la valeur que j'aurais pu le vendre. Parce qu'il fallait absolument, mon objectif, c'est de me sortir de ça et c'était pas de gagner de l'argent, encore une fois. C'était pas, enfin, j'étais pas focalisée sur Oui, l'argent, j'étais oui, focalisée sur ma santé, oui, oui, sur je mon bien. comprends. Mais ça se comprend, ça se voit. Voilà. Donc, et comme en plus, j'avais pas de notion de grosse somme, enfin, pour Oui, moi, c'était énorme déjà. Donc, d'accord. du coup, j'ai vendu vraiment au rabais. Alors, mon mari, il n'en pouvait plus. Il me disait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu peux le vendre beaucoup plus cher, n'importe quoi. Enfin, et moi, j'étais là, non, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, je l'ai vendu 64 000 euros. Et Et attends, moi je veux recadrer maintenant parce que tu dis, alors après moi je n'ai pas d'avis, je suis neutre, mais moi je trouve ça excellent. Je rappelle, même si je sais que vous avez été tous très attentifs, tu as mis 2 500 euros. Le scooter, je ne le compte pas parce que même s'il a été valorisé 2 500 euros, je suis exactement, désolé, tu ne peux pas dire que le scooter valait ce prix-là. Donc, si je suis bête et discipliné et que je divise 64 par 2 500 euros, tu as fait x 25. exactement. C'est quand même, quand je disais tout à l'heure, et je le répète parce que je veux que tout le monde l'entende, si on doit dire qu'il y a bien un vecteur d'enrichissement, même si ton mari pense que tu n'as pas vendu cher, tu as fait x 25 en ayant travaillé. C'est quand même énorme. C'est ça. Et j'avais un chiffre d'affaires de 120 000 euros. J'aurais pu vendre beaucoup plus. Ah oui, 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 je pense, oui, parce que la restauration. Enfin, pas actuellement. D'ailleurs, tiens, allez, parlons de l'actualité. Tu penses quoi de ce qui s'est passé là pour la restauration? Improbable quand même. Improbable, improbable. Franchement, j'avais mal pour eux. Ah bah oui. Je me revoyais à Toaster dans cette situation. Je me disais, mais oh là 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 là, enfin, je veux dire, c'est l'angoisse totale, quoi. T'aurais fait quoi? Ah bah là, je sais pas, hein. Franchement, j'osais même pas y penser, je vais pas te Ah ouais, mentir. ah ouais, Parce ouais. que c'est très, très angoissant, très dur, très, très dur. Et donc, je comprends, enfin, vraiment, je pensais à eux et je me disais vraiment, c'est tellement injuste. Vraiment, c'est tellement injuste parce que, franchement, les gens enfin, dans la restauration, on est des bosseurs, quoi. On est Ah des non, bosseurs. mais On oui, apporte aux gens, on apporte. le mot est faible. Le mot est faible. C'est un métier, c'est Voilà. comme tu disais tout à l'heure, ça doit Mais ils être. méritent vraiment pas ça. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas été assez valorisés, ils n'ont pas été assez aidés, ils n'ont pas été. Franchement, Et après, moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais pour qu'à la fin, on leur colle l'obligation de vérifier le pass sanitaire, pour moi, c'est honteux. Mais c'est mon opinion personnelle après, hein. Je ouais. suis scandalisé de tout ça, mais bon, c'est comme ça. Après, on va dire qu'on ne refera pas l'histoire. Donc, tu Ouais. vends. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, Vanessa? On veut savoir. 14 ans. Donc, Tu vends je en quelle vends, année? En quelle année tu vends? Parce que j'aime bien la je, chronologie quand même. alors, je vends, alors, je commence alors, attends, en quelle année je vends? En 2011. 2011, d'accord. En 2011, je vends. Donc, Le temps, attends, excuse-moi, juste, je le redis. Donc, fois 25 en 3 ans. ouais. Continue, excuse-moi. 2011, donc. Donc, 2011, je vends. Donc, bah, bien sûr, j'ai remboursé tous mes prêts, j'ai tout remboursé. Voilà, je me suis sortie indemne. Donc, ça, c'était la chose que je souhaitais le plus. Ah, ben oui, ben, j'imagine bien, oui. Donc, je pars en Indonésie. D'accord. Je décide de faire un grand voyage de presque un mois et demi avec mon mari en Ah sac ouais, à dos. d'accord. Parce que voilà, vraiment, enfin, ça a été dur, enfin, ça a été beaucoup de pression et tout, donc j'avais besoin de voir autre chose. C'était bien l'Indonésie? C'était génial. C'était génial. On a fait toutes les îles.
On a été chez l'habitant. Enfin, franchement, c'était top. C'était génial. Ça m'a d'accord. énormément ressourcé. Et donc, je rentre. Donc, quand j'étais en Indonésie, c'était encore dans les démarches. Enfin, ça prend du temps à fermer une entreprise. Oui, ouais. Donc, du coup, la cessation de l'activité, elle s'est faite en 2012 au niveau des papiers. Parce que je vois qu'il y a des gens qui pensent que j'ai fini avec un chiffre d'affaires de 5 000 euros ou je ne sais quoi. Ouais, Mais en ouais, fait, c'est parce que c'était le bilan où je travaillais plus, en fait. eh oui, d'accord, je comprends. Tu vois, c'était la fin. L'en- J'avais l'en- déjà. L'entreprise, elle a perduré quand tu l'as vendue de l'autre côté? L'entreprise, elle a perduré, bien évidemment. Je l'ai revendue à un couple d'Américains qui venaient de Boston. Arrête. Ouais. Donc, je leur passe le bonjour s'ils m'entendent. Qui ont repris l'affaire, qui ont changé le nom en Little Kitchen, D'accord. Little Kitchen, et qui ont gardé tout tel quel, pratiquement. Qui ont juste fait un petit coup de peinture, ils ont changé un peu les couleurs un peu explosives que j'avais mises, parce que rose et jaune, je pense pas que ça leur plaisait. Donc, ils ont fait quelque chose d'un peu plus sobre, mais ils ont gardé tout le mobilier. Il y est D'accord. encore. Hein. Ah J'y suis ouais. allée, il y avait encore mes tables, mon commerce était encore là. Ah, ton Puisque commerce, ah ouais. il est encore là, puisqu'il a été revendu ensuite par les Américains. Allez. Ah bah oui, il a été revendu par les Américains, et donc là, c'est encore un autre truc. Génial. Donc voilà. D'accord. Euh, donc je rentre d'Indonésie, et là, je suis enceinte. Félicitations. Même si c'est passé. Donc voilà, en juillet 2012, j'ai eu ma fille. Oui. Ensuite, bon, je l'ai eu un petit peu dans des conditions où justement, j'avais pas d'aide, j'avais pas de droit à quoi que ce soit, puisque quand on a été entrepreneur, on n'a pas d'aide, Comment, comment etc. tu, comment tu l'as vécu ça? Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. C'est vrai que c'est un sujet, c'est un vrai sujet que je trouve scandaleux, mais là aussi, bon, voilà, c'est comme ça. Comment on Mhm. vit ça, c'est-à-dire de se dire, je me lance à mon compte, on voit dans l'émission tout ce qu'on a vu, les galères, les points positifs, enfin, bref, tous les aléas, tu cotises. Je pense que comme moi, tu payes des charges, tu vois très bien ce qu'on paye en France. Et pour qu'à l'arrivée, on te dise, ben, madame, vous avez créé votre boîte, c'est très bien, vous n'aurez rien. Bah, j'ai l'impression qu'en France, quand tu crées ta boîte, on estime que tu es riche. Alors que tu l'étais pas, tu confirmes. Alors que pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que le peu d'argent que j'avais, je l'ai claqué en Indonésie. Hein. Voilà. Voilà. Et j'ai Ça a été passé vite, ça a été vite, et, ça a duré un mois, si j'ai bien compris. voilà. Et j'ai passé mon permis, voilà, des trucs comme ça. Mais j'ai pas récupéré grand-chose puisqu'il y a comment dire, les charges de l'État. Enfin Oui, l'État est oui. venu, mais est venu sur le compte de la Carpa, là, comme des voraces, et ils m'ont tout pris, hein, pratiquement. Hein. De En la France, vente, il me restait 3 000 euros, un truc comme ça. alors après, je suis désolé de faire ce que je vais faire, Vanessa, mais à un moment donné, toute l'aide dont tu as bénéficié au départ de cette aventure, tu l'as Ouais, payée à la fin. C'est ça la France, en exactement. fait. C'est comme ça que ça Exactement. marche, en fait. Mais bon, voilà, très bien, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est que voilà, j'avais pas de dette, j'avais pas tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc ce que j'ai fait, bah, j'ai trouvé un travail au plus vite, surtout que j'étais enceinte, j'avais Bah pas ouais. de congé mater, j'avais rien, donc il fallait que je trouve un travail au plus vite. Donc j'ai été caissière à Galerie Lafayette. Ah ouais, d'accord. Rien à voir avec la restauration. Fini, fini, quoi. Non, parce que je voulais plus, j'avais été au bout. J'avais été au bout. J'avais monté mon truc. Franchement, j'avais été au bout, pour moi, dans ma tête. Et j'envisageais pas la restauration. Enfin, je l'envisageais au départ parce que je voulais faire des chaînes. Enfin, j'avais des grands rêves, quoi. Mais étant donné les circonstances, voilà, je me voyais pas retenter l'expérience tout de suite parce que ça m'avait énormément fatiguée. Voilà. Et du coup, je me cherchais, c'est-à-dire que je savais plus, étant donné que je n'ai pas de diplôme, rien, je savais plus vers quoi me tourner en fait. J'étais là, genre, bon, bah là, je suis enceinte, il faut que je trouve un travail alimentaire, point. Donc, j'ai trouvé tout de suite un poste de caissière aux Galeries Lafayette, qui n'a pas pu continuer d'ailleurs, parce que bref, j'ai été malade, enfin bref, Oui, ça c'est encore oui, c'est une une autre autre histoire, ça histoire. s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Et donc, ça a été très compliqué quand même, l'avenue de ma fille, parce que c'était un petit peu bah, Dans un contexte qui était, pas, voilà, quoi. qui était flou pour toi, en fait. Tu te Dans la galère cherchais. financière surtout Ah aussi. ouais, d'accord. Ah ouais, Dans la d'accord. galère financière. Mais ensuite, quand j'ai eu ma fille et tout, j'ai trouvé un travail chez Picard. Bon, c'est un peu de l'alimentaire, hein. Congelé, ça fait moins rêver.
On est loin Voilà, de c'est tous pour les plats moi. faits maison, mais bon, c'est bon, Picard. Moi, j'aime bien leur fondant et c'est très bon quand même. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une petite exigence quand même, voilà, de la qualité du truc. Les Et je trouve cannelés aussi, d'ailleurs, je vous les conseille. Les cannelés Picard sont très bons. voilà, je trouvais qu'ils avaient une éthique, je trouvais qu'il y avait un truc et je me suis dit, bon, bah, en attendant, il faut bien que je travaille, Ah quoi. ouais, ouais, Donc, t'as bossé chez eux, quoi. je suis allée travailler chez Picard, j'ai travaillé 2 ans. Ensuite, j'ai eu mon deuxième enfant. D'accord. Et ensuite, et donc, je me disais, donc ça faisait 2 ans que je bossais là-bas, et je me disais, mais non, je ne peux pas continuer chez Picard parce que c'est pas moi. Je ne me vois pas. Attends, je t'arrête. Est-ce que ça a un lien avec le fait que tu aies créé ta boîte? Euh, ouais, bien sûr. Bien sûr. Si j'ai créé ma boîte, c'est que voilà, j'ai une part où je suis quelqu'un d'indépendant, j'ai besoin de me challenger. Voilà, ça fait partie de ma personnalité. Donc je me voyais pas rester 15 ans chez Picard, machin. Enfin, c'est pas mon truc. C'est Parce que pas, ça fait pas partie de moi. ce boulot-là, tu pouvais le garder, on est d'accord. Picard, ouais. Oui, quand tu me parles comme ça, c'est-à-dire que si tu n'avais pas dit stop, tu restais chez Picard. Ah, bien sûr. D'accord. Ah, moi, j'ai fait un abandon de poste, hein. D'accord. Non, non, mais je veux ça. Non, mais c'est parce que ça situe quand même ta personnalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certes, l'entrepreneuriat, peut-être, t'as fait quelque chose, mais à un moment donné aussi, tu retournes dans le salariat et finalement, tu n'y trouves pas ta place, si je comprends. Non, j'y trouve pas ma place parce que j'aime pas être un numéro. Oui. Voilà, c'est comme ça. J'aime pas être un numéro. J'aime bien challenger. Et dans ce genre de boîte, tu as l'impression que tu as beau tout donner, Oui, il se passerait. il se passe rien, que ce soit l'autre il fout rien, toi tu fais tout, ça change rien entre vous deux, quoi. Et moi, c'est un truc que je peux pas. D'accord. Non, je peux pas. J'ai besoin d'être vue, j'ai peut-être un petit côté narcissique, mais j'ai besoin, voilà, qu'on me reconnaisse, ouais, tu bosses, c'est bien, voilà, j'ai besoin des encouragements, j'ai besoin de me démarquer, j'ai besoin d'avoir des challenges, qu'on me dise, bon, bah écoute, on va te confier ça, est-ce que tu vas y arriver, machin, voilà, j'ai besoin de ça. C'est comme ça. Et donc, du coup, mais par contre, j'étais perdue. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quoi, vers quoi me tourner. La restauration, j'ai plus envie pour l'instant. Voilà. J'ai pas de diplôme. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et donc, du coup, j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur moi-même. Alors, il faut savoir qu'en 2012, quand j'ai eu ma fille, je suis rentrée en thérapie. D'accord. Donc, j'ai fait un suivi psychologique, plus particulièrement psychanalytique, D'accord. qui a duré 4 ans. Et où, franchement, il y a eu... Enfin, voilà, je me suis découverte. Je me suis découverte justement dans toute cette aventure, voilà, à Toaster, dans tout ça, dans tout mon parcours de vie. Voilà, j'ai compris le pourquoi ceci et le pourquoi cela et le pourquoi ceci. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important de l'identifier pour pouvoir savoir où on va aller, en fait. Ce qu'on veut faire, Enfin, vraiment. en tout cas, toi, t'avais besoin de comprendre. J'avais besoin... J'avais Ouais, enfin, c'est pas que j'avais besoin de comprendre, c'est que je me sentais perdue, en fait. C'est surtout ça. Je me sentais perdue dans tout ça. J'arrivais pas à savoir où est ma place. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois retourner dans la restauration? Est-ce que c'est ça mon truc? Mais en même temps, ça m'a tellement coûté. Là, j'en ai plus l'envie. Mais en même temps, je suis passionnée de cuisine. Mais en même temps, il y a ci. Mais en même temps, voilà, je savais plus vers quoi me tourner. J'étais perdue, en fait. Et je pense que quand on est perdu et qu'on tourne en rond comme ça, c'est important justement de questionner qui on est. Puisque c'est ça qui va donner la réponse de qu'est-ce qui t'anime, en fait, Et donc, du plus coup, particulièrement. Et donc, du coup, donc j'ai compris que ce qui m'animait, bah, dans tout, justement, dans tout ce parcours de vie de professionnel, j'ai compris que ce qui m'animait, c'était l'humain. Le contact avec les gens, la cuisine, c'est parce qu'un désir de partager, de faire plaisir. Enfin, c'était toujours tourné autour de l'autre, du d'accord. rapport avec l'autre. Et donc, du coup, je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien être psychologue. Voilà. Et Donc donc, j'ai osé, hein. J'ai osé le formuler en fait. Et ça, je pense que c'est très important. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi dans le reportage. C'est-à-dire que la majorité des gens, ils ont peur des jugements, ils ont peur de paraître un peu bête, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu cette peur.
J'ai jamais eu cette peur. Du coup, dans le reportage, on le voit très bien. J'arrive avec 4 lignes à l'INPI en mode ah bah moi je savais pas, j'ai écrit 4 lignes, bah je pouvais pas savoir, machin. Enfin voilà, j'étais en mode je sais pas, bah je pose des questions et même si j'ai l'air bête, bah je m'en fous en fait. Mais t'as raison, c'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà, et je pense que c'est ce qui a touché les gens parce que ils se sont voilà, ils ont vu quelqu'un qui justement n'est pas en train de s'inventer, enfin n'est pas en train de dire ah oui, blablabla, je sais, machin. Non, c'est bien. En tout cas, dans le reportage, et même là, ça se voit, tu étais sincère. Hein. Moi, en tout cas, je le remets pas en cause. Hein, C'est ça ça, se les gens, regarde. ils ont ressenti la sincérité, Ouais, exactement. c'est ce que je pense, en tout cas. Voilà, je pense qu'ils ont ressenti ma sincérité. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai osé formuler quelque chose que les conventions voudraient que je ne puisse pas formuler, puisque je n'ai pas de diplôme. Enfin, c'est quand même improbable de dire je vais être psychologue en sachant que pour être psychologue, il faut un bagage, il faut un bac+5, il faut machin. Enfin, tu peux pas être psychologue comme ça. Mais Et puis alors, en attends, plus, tu peux pas, mais tu l'as fait. Tu es en train de le faire, en tout cas. bah voilà, c'est ça. C'est que en fait après, donc j'ai osé le formuler et en le formulant, j'ai pris des renseignements et donc j'ai compris que je pouvais avoir un équivalent des acquis avec mon expérience de toaster D'accord. qui pouvait me donner le bac, l'équivalent du bac. Donc, tu as eu ton Donc bac j'ai au travers fait de Toaster. exactement, c'est incroyable. J'ai eu mon bac au travers des toasters. C'est génial. Donc j'ai eu mon bac quoi. Et donc du coup j'ai fait une lettre, Attends, j'ai rempli. ouais, j'allais te demander comment ça s'est passé. C'est-à-dire que tu as dû faire une démarche administrative? En fait, il y a un texte de loi apparemment. Enfin, il y a une mise en place, voilà, administrative, qui fait que vous pouvez faire une demande de VAPP 85. Donc la VAPP, c'est une validation des acquis professionnels D'accord. qui va valider ton acquis professionnel et le mettre au niveau d'un diplôme. Donc sans justement faire tout ce qui est remise à niveau, sans passer par l'école, en repassant un petit diplôme pour avoir le bac ou quoi, l'équivalent. Et donc, ça, c'est l'université qui décide s'il te le donne ou pas. Donc, en fait, moi, je voulais rentrer à l'université de psychologie. Du coup, j'ai écrit une lettre de motivation en expliquant mon parcours. Et justement, le fait d'avoir fait ce travail thérapeutique a fait que j'ai pu expliquer, mettre des mots très clairs, très lisibles, très structurés sur mon parcours en disant, en mettant en lien la restauration et la psychologie. C'est quand même génial. Oui, c'est C'est quand même fou. tourné autour des autres et Ouais, tout, ouais, etc. J'ai ouais. réussi à mettre en lien tout ça et à le vendre, en fait. Et en fait, il fallait que je remette avec mes extraits cabis, enfin, toutes les preuves qui montrent que j'ai tenu une entreprise pendant, je crois que c'est minimum 3 ans. D'accord. Il faut avoir minimum 3 ans, avoir De- géré une entreprise, être chef d'entreprise pendant 3 ans. Ce qui est, Et ce du qui coup, est, ce qui est pile ton cas. Hein. On est presque sur. c'est pile mon cas. On croirait le destin, quoi. Enfin, ou c'est peut-être le destin, Exactement. d'ailleurs. Exactement. Voilà, donc j'ai tenté, j'ai postulé à plein d'universités, hein, pas qu'une seule, et j'ai été reçue et acceptée dans la meilleure d'ailleurs, hein. Est-ce que tu avais un plan B si jamais ça n'avait pas marché? Non, j'avais pas de plan B. Ok. Et donc là, tu as combien d'années après? Enfin, ça fait combien d'années d'études là? T'en es où? Alors, bah, je suis en master de psycho, Ça fait combien donc je d'années? suis en 4e année. Il te reste combien? Il me reste 2 ans cette année et l'année prochaine. Waouh! Ça va, c'est pas trop dur? Alors, bah, pareil, hein, c'est encore une fois un challenge, Ouais, un là. défi. Parce qu'il a fallu que bah, je suis arrivée en licence première année, j'ai jamais fait de stats de ma vie, j'ai jamais fait de neurosciences de ma vie, j'ai jamais fait. Enfin voilà, je suis arrivée dans des cours extrêmement difficiles, mais voilà, je me suis adaptée. Je me suis adaptée à chaque fois, j'ai trouvé des solutions. J'ai pris, pour les stats, j'ai pris un prof particulier pour qu'il me condense et qu'il m'explique Ah bien ouais. les choses. Enfin, je me suis débrouillée, quoi. J'ai trouvé, mais j'ai pris un prof particulier, voilà, vite fait, hein, 10 euros de temps en Non, non, temps. non, mais Vanessa, je ne te juge pas. C'est juste que encore une fois, tu mets tout en œuvre. Moi, ce que Ouais, je vois, c'est pas les moyens, c'est pas l'argent, c'est au contraire, c'est la mise en œuvre concrète d'actions dans ta vie pour que ça marche. voilà, c'est ça.
T'as C'est ça. redoublé dans les 4 ans, là? Non. J'ai redoublé. Si, 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 j'ai Ah ouais. redoublé parce que là, là, c'est ma 5e année. C'est ma 6e année. C'est-à-dire que la licence est sur 3 ans et je l'ai faite sur 5 ans. Donc, j'ai redoublé 2 fois, donc parce que à chaque fois, il y a toujours ce truc-là de je vais pas y arriver, toujours ces angoisses qui étaient là et sur lesquelles je travaille énormément, justement. Euh, mais, euh, mais à chaque fois, les années où j'ai redoublé, c'était à 0,20 centièmes. Ah ouais, rien du tout, quoi. Voilà. C'était à chaque fois des petits. Donc après, l'année d'après où je redoublais, j'avais juste un cours à rattraper ou 2 cours. Donc ça me faisait une année un peu pour respirer, pour m'occuper de mes enfants, pour être plus présente. Tu as quel âge, là? Là, j'ai 38 ans, bientôt 39. Comment tu fais à ton âge pour trouver la force? Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui nous écoutent, qui n'ont pas le courage de faire tout ça. Comment on trouve ce courage? Alors, je pense que le courage, on le trouve dans son rêve, en fait. On le trouve dans sa volonté de vouloir être heureux, en fait. J'ai une volonté extrêmement forte d'être heureuse, en fait. Et pour moi, la définition d'être heureuse, c'est être bien, en paix à l'intérieur de moi, satisfaite. Satisfaite de moi-même, c'est-à-dire en paix, où je me sente pas, oh, j'aurais dû faire ci, je me sens pas à la hauteur ou je sais pas quoi. Voilà, j'aimerais bien me sentir vraiment en paix, apaisée. Alors ça, c'est ce qui Donc, te, je pense que ça, c'est ce qui te pousse, mais comment tu fais dans la... Parce que tu sais, tout le monde a toujours les mêmes freins dans la vie. On va te répondre, ouais, oui, mais financièrement, tu fais comment? Parce que là, tu as 2 enfants, tu as bientôt 39 ans, tu es étudiante. ouais, ouais, Financièrement, comment tu vis la situation? Tu comprends? Ça, moi, j'exagère peut-être en disant ça, mais autour de moi, je vois, il y a des personnes qui rêveraient de se lancer à leur compte, mais leur problématique dans leur tête, c'est l'argent. Ils me disent, ouais. oui, comment je fais pour vivre? Comment tu fais Bah, comment pour je t'en fais? sortir? Bah, en fait, bah, j'ai la chance. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai mon mari qui travaille, qui subvient à mes besoins, en fait. D'accord. Donc, après, on galère, hein. Voilà, c'est un salaire pour 4. Mais c'est faisable. Donc, en fait, je suis associée à une personne qui a les mêmes convictions que moi, qui croit en moi et qui est d'accord avec mes objectifs. C'est ça, en fait. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Ben, je pense que l'amour, c'est vouloir que c'est comment dire, c'est se tenir la main et avancer dans la même direction. Voilà. Je pense que l'amour, c'est aller ensemble vers un objectif de bien-être Commun. commun. Voilà. Donc là, la suite, c'est quoi? Il te reste 2 ans, donc tu me dis. Il me reste 2 ans, donc là j'ai commencé ma première année là. Donc ça va passer très vite, les années passent très vite. Ah oui, ça, c'est sûr. Donc voilà, donc là je suis contente parce que c'est la dernière ligne droite, parce que j'ai passé les sélections. C'est-à-dire qu'après la licence, il y a des sélections, tu n'es pas prise comme ça en master. C'est quand même 80 places pour 1000 demandes. Ah oui, Donc, félicitations. merci beaucoup. Donc c'est des dossiers, voilà, il faut s'acharner. Bah, je suis très contente, j'ai réussi à passer les sélections, j'ai été prise. Donc pour moi, ça y est, j'ai l'impression d'être sur le chemin sur la dernière ligne droite, on va dire, puisque j'ai déjà fait 5 ans derrière où je me suis acharnée pour réussir à passer chaque étape de la licence. Et, Donc et la finalité, c'est quoi? C'est de te mettre à ton compte? exactement. c'est, C'est de c'est- travailler en institution, de travailler dans des structures, parce que je pense que pour un psychologue, c'est important de ne pas s'enfermer. C'est important d'être toujours en contact, enfin, toujours en relation avec les autres disciplines, avec les collègues, etc. Et aussi de se faire un réseau, mais aussi à côté d'avoir mon cabinet, bien sûr. du coup, euh, du coup, c'est encore ironique parce que tu as quitté l'entrepreneuriat pour diverses raisons et là, tu vas te relancer dans l'entrepreneuriat. Et en quoi tu penses que ça va être différent? Ça va être différent dans le sens où je sais enfin, je sais pas comment dire, où j'ai identifié les, je sais pas comment dire, les raisons pour lesquelles je fais les choses.
C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai monté Toaster, j'avais 25 ans. Quand j'ai eu ce projet, j'avais toujours eu, avant ça, cette idée en tête que l'argent, il faut de l'argent, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent, 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 l'argent. Et c'est ça qui m'a poussée euh, à choisir la restauration aussi, parce qu'il y a quand même de l'argent qui circule. Beaucoup C'est de vrai, blagues, hein, on c'est va vrai, pas se c'est vrai. mentir. Oui, Beaucoup oui, pour c'est vrai, oui. c'est ce qui m'a poussée à monter mon entreprise parce que je voulais faire des chaînes. Enfin, je me voyais construire un empire. Enfin, Oui, oui. je me voyais déjà en haut de l'affiche, quoi, on va dire. Entre guillemets, je me voyais m'en sortir comme ça, en fait. Et cette expérience m'a fait comprendre que l'argent, c'est une chose, mais je pense que le bien le plus précieux, c'est la sérénité. Ouais, je suis bien d'accord. Voilà. Et donc, du coup, le fait de faire ce parcours, déjà, c'est un énorme travail sur moi. C'est un énorme travail sur moi en double sens, puisque je fais une thérapie toujours. Et en même temps, je pratique, enfin voilà, j'étudie la psychologie. Donc, ça me permet d'identifier aussi énormément de choses et de pouvoir le transmettre par la suite, en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, la transmission. Je trouve que de faire quelque chose, enfin, faire quelque chose pour soi-même, vivre une expérience, c'est génial, c'est la vie, mais qu'ensuite, quand on arrive à aller au bout des choses, c'est bien aussi de passer le relais. Hashtag J'ai- Monsieur Samy. tu me l'enlèves de la bouche. C'est marrant comme on arrive à la fin et tu me ressors cette phrase-là. J'ai vraiment l'impression que ça t'a marqué au point où tu en fais presque ton mantra de vie, en fait, de transmettre. Exactement, transmettre. Ouais, je pense que c'est parce que parce qu'on m'a transmis et ça m'a beaucoup aidé, tout Et simplement. oui, Et que bien sûr. Et tu as envie peut-être de rendre aussi quelque part tout ça. Et si tu peux boucler la exactement, boucle en faisant ton métier, ben, c'est encore mieux. exactement. Vanessa, je vais finir en te posant une question. Alors, ce n'est pas vraiment une question. On va réfléchir. Enfin, tu vas me valider ou pas. Est-ce que si je dis que tu es une acharnée, ça te définirait pas relativement bien finalement? Franchement, si. Franchement, je suis une acharnée. Non, franchement, je suis acharnée. On va pas. Franchement, non, je vais pas dire le contraire. Je suis une acharnée parce que pour moi, la vie, elle est tellement difficile. Je parle en général, hein. Oui, oui, je En comprends, mais général, c'est un peu là-dessus la que je t'emmène, vie, effectivement. voilà, la vie, elle est tellement dure que pour moi, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher et il faut surtout pas croire qu'on n'est pas capable, machin, machin. Il faut juste essayer de comprendre pourquoi on croit ça. Je comprends. Parmi tous les podcasts que j'ai fait, il y en a un qui m'a marqué profondément, d'ailleurs, je regrette que cette personne soit morte parce que j'aurais vraiment aimé la rencontrer. C'est Christian Audigier qui disait: insister, c'est exister. Ouais, Tu es d'accord avec complètement. ça? Je suis complètement d'accord. Insister, c'est exister. Parce que tu lâches pas, tu t'imposes, tu vas, tu te manges des murs, tu te manges des casseroles, enfin voilà, tu galères, il n'y a pas de souci, mais tu vis quoi. Tu vis, tu essayes de vivre tes rêves, tu essayes de vivre tes ambitions, tes aspirations. Alors que quand tu es là en train de te dire, bah non, je suis pas capable, bah en fait, tu es là et tu subis ta vie en fait. Donc, tu n'existes pas vraiment. Écoute, je te remercie, Vanessa. Je peux pas, on va en rester là parce que c'est la meilleure fin possible du podcast. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Bravo. Merci beaucoup. Je pense, alors, pour tout vous dire et pour clôturer, on devait se voir en vrai, ce que je regrette, mais on va se voir en vrai de toute façon. Donc, il y aura une suite parce que moi, j'aime bien que quand il y a des gens qui rentrent dans le podcast, j'essaye de faire en sorte qu'on les suive parce que je trouve ça agréable. Donc, si elle est d'accord, bien évidemment, mais en tout cas, dans tous les Bien cas, sûr. on s'était dit qu'on se verrait, donc on se verra. Là, c'est moi de mon côté que j'ai eu des problèmes pour des raisons personnelles de me déplacer sur Paris, mais ça va revenir, Vanessa, donc je te tiendrai au courant. Ça marche. Et re-regarder son émission parce que vraiment, encore une fois, je le dirai jamais assez. C'est en tout cas pour moi, en termes d'émission télé, la plus réaliste, le plus réaliste des documentaires sur comment on crée une entreprise. Et je te félicite encore parce que ben, là, tu vois, tu viens de nous montrer sur la fin que tu as vraiment l'état d'esprit d'un entrepreneur et quoi que tu fasses, je sais que tu vas réussir. Et Bah, merci, c'est gentil. peut-être que tu l'auras ton empire, pas comme tu crois, peut-être pas un empire Voilà, de c'est la, ça. voilà, pas un empire de la restauration, mais un empire de la psychanalyse. C'est bien aussi, hein. Tout à fait. Bah, en tout cas, voilà, je voulais dire aussi
que quand on a fait le reportage, il n'y a aucune scène qui a été, où on m'a demandé de jouer ou voilà, il n'y a C'est pas vrai eu de que choses comme ça. quand je t'ai eu au téléphone, je te l'ai demandé, je crois, la Ouais, première fois. mais ça, Ouais, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister. ouais, mais tu as raison de le préciser parce que moi-même, je te l'ai demandé parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est scénarisé, la télé. Et tu as raison Ouais. de le préciser. Mais je pense que c'était une autre époque quand même, ton reportage, sincèrement. Ouais. Je Il y pense. a eu, voilà, tu descends, on va se poser en haut du métro, donc toi, tu montes les escaliers. Voilà, il y a eu des choses comme Oui, mais ça bien, c'est normal. Mais ça, pour c'est des plans filmer, séquences, on etc. appelle ça. Ouais. Voilà, mais sinon, pour le reste, c'était tout du nature peinture. Ouais, je te vois pas faire. De toute façon, tu n'es pas le genre de personne à qui on fait faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Je n'ai pas l'impression, en tout cas. Exactement, tu m'as bien cerné. Bon, ben Vanessa, merci beaucoup Merci à toi. et à très vite. On se retrouve dans le prochain podcast. Salut! Au revoir à tous, merci.